Bien, bonjour à tous. Donc, nous reprenons nos auditions dans le cadre de l'appel à candidature que nous avons lancé le 28 février dernier en vue de l'échéance en 2025 des autorisations actuellement accordées à 15 services. Nous entendons donc cet après-midi la société d'édition Canal+ pour le projet Canal+. Je rappelle, mais vous le savez, que conformément à notre délibération du 29 mai, les auditions durent 1h30 avec un exposé introductif du candidat de 30 minutes, suivi d'un temps d'échange avec le collège. Pas de modification substantielle apportée au dossier que vous nous avez adressé à l'appui de votre candidature, mais vous pouvez préciser bien évidemment ce projet, notamment à travers des engagements pris devant le collège qui pourront être repris dans les conventions qui seront signées entre les régulateurs et les candidats que nous retiendrons. Voilà, je rappelle enfin que l'audition est publique, retransmise sur le site de l'ARCOM et sur nos réseaux. Monsieur le Président, vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames les conseillères, Messieurs les conseillers, je suis très heureux d'être présent devant vous pour vous présenter la candidature de la chaîne Canal+ pour l'obtention d'une nouvelle autorisation en TNT à compter du 5 juin 2025, accompagnée de Laetitia Ménassé, secrétaire générale du groupe, d'Amandine Ferré, directrice financière du groupe, de Gérald Brice-Viret, directeur général de Canal+ France en charge des programmes et des antennes, d'Églantine Leclabar, directrice générale adjointe de Canal+ France en charge du marketing et du digital, et de Vincent Navarro, directeur général adjoint de Canal+ France en charge de Canal+ et des antennes du groupe Canal+. Avant de vous exposer le dossier de la chaîne Canal+, je vais d'abord, si vous le permettez, le replacer brièvement dans le contexte du projet global de notre groupe. Avec plus de 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires, j'ai parfois l'impression d'être dans un jour sans fin, mais... et une présence dans 50 pays, le groupe Canal+ est aujourd'hui le premier groupe privé de télévision en Europe. Il se déploie sur 3 activités principales qui sont étroitement liées, la télévision payante, la télévision gratuite et enfin la production et la distribution de films, de séries, de documentaires et de programmes d'animation via Studio Canal. Au cours des dernières années, le marché de la télévision a profondément changé. Vous en êtes les premiers témoins. D'une compétition locale, nous sommes passés à une compétition mondiale, dominée par des acteurs américains dont les parcs d'abonnés dépassent souvent les centaines de millions d'abonnés. Pour faire face à ces nouveaux géants, le groupe Canal+ a dû se réinventer et s'est profondément transformé en quelques années. Premier pilier de cette transformation, le redressement économique. En France, en 2016, les chaînes Canal+ perdaient près de 400 millions d'euros par an et les chaînes gratuites plus de 60 millions d'euros par an. Si nous restons aujourd'hui déficitaires en France, un plan d'économie de près de 1,5 milliard d'euros, accompagné de la sécurisation de nos principaux droits en sport et en cinéma sur le long terme et de la refonte complète de notre positionnement, nous ont permis de renouer avec une trajectoire économique positive, désormais très proche de l'équilibre. Le parc des abonnés à Canal+ en France est en croissance pour la 8e année consécutive, après des années de baisse ininterrompue. Plus important, ce résultat n'est pas simplement le fruit d'une dynamique très positive de conquête de nouveaux abonnés. Il est aussi le fruit d'un taux de désabonnement en baisse et s'accompagne d'une hausse du revenu moyen par abonné. Enfin, et nous l'avons évoqué ce matin, la refonte de notre gamme d'offres, avec notamment le lancement en 2023 de notre offre RA+, à destination des abonnés de moins de 26 ans, a permis de rajeunir considérablement notre parc d'abonnés. En clair, et sans jeu de mots, tous nos indicateurs sont au vert. Second pilier, l'accélération de la digitalisation du groupe. Créée en 2013, notre plateforme propriétaire française MyCanal, qui porte plus de 2000 chaînes linéaires et à la demande dans le monde, s'est développée pour atteindre les meilleurs standards du marché et pour se déployer dans plus de 30 pays. Le groupe Canal+ est devenu un acteur majeur de la technologie. Cette digitalisation a permis au groupe de se positionner en agrégateur, voire en super agrégateur de plateformes. Pourquoi ? Parce que la multiplication des plateformes a abouti à une fragmentation des droits et des offres. Là où, lorsque j'ai rejoint le groupe, les foyers français choisissaient historiquement entre Canal+, TPS et Numéricable, ils disposent aujourd'hui d'un choix élargi face à une offre pléthorique d'abonnements vidéo. Groupe Canal+ a fait de cette menace potentielle une opportunité en devenant l'un des premiers distributeurs et partenaires de ces plateformes. beIN Sport, Netflix, Disney+, Paramount+, et Apple TV+, et depuis le 11 juin la plateforme Max du groupe Warner. Ces partenariats avec les plus grands acteurs mondiaux ne concernent pas que la France, puisque nous distribuons au moins l'une de ces plateformes dans près de 15 autres territoires.
Et précisément, la dernière étape de la transformation de notre groupe, c'est l'internationalisation. En 2015, le groupe Canal+ rassemblait 11 millions d'abonnés. Aujourd'hui, il en compte plus de 26 dans 50 pays. Canal+ est le premier et le seul groupe média à avoir intégré le top 50 des marques françaises les plus puissantes dans le monde. Notre objectif est désormais d'atteindre à moyen terme un parc d'abonnés compris entre 50 et 100 millions pour rejoindre le top 5 mondial des groupes audiovisuels. Et cette croissance passera par des prises de participation sur nos principales zones géographiques, en Europe avec Viaplay basé à Stockholm, en Asie avec Viu basé à Hong Kong et en Afrique avec MultiChoice basé à Johannesburg. Mais la compétition avec les acteurs mondiaux américains n'est pas qu'une question de taille. Nous partons avec un désavantage manifeste, car notre marché historique, la France, qui reste notre premier marché en chiffre d'affaires, représente un cinquième de celui des États-Unis. C'est pourquoi nous avons choisi de miser sur nos forces et de cultiver nos axes de différenciation. Le premier axe de différenciation est un volume d'investissement massif et pérenne dans les contenus locaux. Sur chacun des territoires où il intervient, le groupe Canal+ a toujours à cœur de découvrir et de faire grandir les talents locaux. Le groupe Canal+ investit 3,5 milliards d'euros dans les contenus, dont 2,5 milliards pour sa grille de programmes en France. C'est presque 4 fois plus que TF1 et 7 fois plus que le groupe M6. En 2023, Canal+ a investi 1,2 milliard d'euros dans le sport en France, soit 2 fois plus que tous les autres acteurs réunis. En 2023, Canal+ a investi plus de 200 millions d'euros en cinéma français et européen, plus que tous les autres diffuseurs et plateformes réunis, publics et privés, français et internationaux. Canal+ a financé des films auprès de plus de 100 sociétés indépendantes, des séries auprès de plus de 40 sociétés indépendantes. Plus de premiers films que tous les autres acteurs réunis. Plus de films de la diversité que tous les autres acteurs réunis. Plus de 100 films ne verraient pas le jour chaque année sans Canal+. Sans Canal+, pas de Close de Lucas Dont, Grand Prix à Cannes et sélectionné aux Oscars. Pas de l'histoire de Souleymane, pas de Le Dernier des Juifs, pas de Les Barbares de Julie Delpy, ou encore pas de La Croisade de Louis Garrel, que Canal+ est seul à financer avant que le film ne se monte. Et sans Canal+, probablement pas de Emilia Pérez d'Audiard, pas de L'Amour ouf de Lelouch, Gilles Paclaude, pas de La plus précieuse des marchandises de Hazanavicius, et pas de Diamant brut de Agathe Rienninger. Deuxième axe de différenciation du groupe Canal+, la manière dont nous ventilons et allouons nos investissements dans les contenus et notre rôle à ce titre dans la structuration des filières auxquelles nous participons directement et indirectement. Canal+ ne se contente pas, vous le savez, de faire travailler le tissu créatif national. Il l'accompagne et l'encourage. Canal+ contribue à renouveler les talents de tout l'écosystème de la création. Il apporte par exemple son soutien à la diversité dans l'écriture avec la création d'une formation à l'écriture sérielle à la Cinéfabrique de Lyon, et soutient le programme de compagnonnage de la Cité des scénaristes. Notre troisième axe de différenciation est de favoriser l'accès à la culture, en particulier pour les plus jeunes. Dès le lancement du Pass Culture, nous y avons intégré nos offres Canal+. Depuis, nous avons recruté 125 000 jeunes abonnés avec le Pass Culture. Sur le seul dernier mois de juin, par exemple, 2000 activations de codes via le Pass Culture ont été recensées. L'accessibilité ne se résume pas au prix. Nous allons systématiquement au-delà de nos obligations en matière de sous-titrage sourds et malentendants pour l'intégralité de nos chaînes gratuites et payantes de la TNT. Nous avons, vous l'avez entendu, pris des engagements supplémentaires ce matin et nous avons la fierté d'être les premiers diffuseurs à avoir intégré pour nos contenus une option avec des sous-titres qui peuvent être regardés simultanément par les personnes dyslexiques et non dyslexiques. Vous le voyez, nous avons un projet très ambitieux et très différent de la plupart des autres acteurs du paysage audiovisuel français. Et cette ambition pourrait franchir une nouvelle étape avec notre projet d'entrée en bourse qui maintiendrait les équilibres actionnariaux actuels. J'aimerais maintenant revenir à la jeunesse de Canal+ et à son lien avec le hertzien. Pour rappel, le groupe Canal+ s'est historiquement bâti autour de sa chaîne amirale Canal+, née sur le numéro 4 d'un réseau hertzien analogique très limité en fréquence, qui l'a amené à s'adapter à la contrainte, en construisant un modèle inédit, celui d'une chaîne généraliste. Celui-ci lui a permis de proposer dans le même temps une pluralité de contenus différents et d'enrichir sa promesse éditoriale. Ce modèle, inspiré à l'origine par la chaîne américaine HBO, qui s'en est départie depuis, était unique à sa création. Il le reste aujourd'hui. Pas un acteur au monde n'a choisi de le reproduire. Et le passage en TNT au numéro 4
est venu asseoir le modèle généraliste de la chaîne Canal+. Le numéro 4 de la télécommande du téléviseur occupé par Canal+ depuis son lancement en hertzien analogique en 1984 est devenu, grâce à vous, grâce à l'Arcom, le numéro 4 pour toutes les télécommandes. Non seulement celle des téléviseurs, mais aussi celle de toutes les box opérateurs, car comme vous le savez, la numérotation TNT s'impose aujourd'hui à tous les distributeurs. Ce numéro 4 permet donc au programme de Canal+ d'être exposé à des millions de Français, non seulement aux téléspectateurs et téléspectatrices de la TNT, mais à l'ensemble des foyers français. Il explique la présence de Canal+ dans les grilles de programmes télé de tous les quotidiens et de tous les magazines de télévision en France. Il permet d'être la plus belle vitrine pour les piliers thématiques du groupe, que nous enrichissons ensuite avec nos chaînes Canal+ Cinéma et Canal+ Sport, notamment via nos plages en clair, et j'en profite pour saluer Mouloud Achour, qui nous fait le plaisir d'être présent. De sorte que cette place sur la TNT, par la puissance amplificatrice du numéro 4 et l'universalité de son accessibilité, lui a permis de déployer son modèle généraliste en proposant à un public encore plus large des contenus à la fois premium et en clair. Aujourd'hui encore, la TNT reste le seul mode d'accès à la télévision pour 20% de la population française, soit 6 millions de foyers, dont de nombreux ne migreront probablement jamais vers d'autres moyens d'accès, car ces populations sont peu technophiles et privilégient des offres simples, les autres plateformes ne constituant pas pour elles de véritables alternatives. Notre chaîne Canal+ propose ainsi des contenus en première exclusivité dans le domaine du cinéma, bien entendu, conformément à sa convention de chaîne de cinéma de première exclusivité. Mais, et alors que rien ne l'y oblige, vous le savez, elle propose également des programmes de sport, de séries, de documentaires et d'animation. Et ce modèle généraliste de Canal+ est extrêmement favorable au financement de la création, et en particulier du cinéma français et européen, car le chiffre d'affaires généré par nos abonnés motivés par le sport contribue directement au financement du cinéma. Sans le chiffre d'affaires généré par le sport sur Canal+, les obligations de Canal+ seraient divisées par 2. Canal+ est seul dans ce cas, puisque lorsqu'Amazon Prime a lancé le Pass Ligue 1, pas 1 euro de revenus de ce pass n'est venu contribuer au financement de la création française ou européenne. Cette inéquité flagrante ne semble gêner personne en France. Ce modèle généraliste propre à Canal+ est une force, mais il rend également Canal+ vulnérable dans un environnement caractérisé par une compétition mondialisée, souvent monothématique ou bithématique, qui attaque Canal+ tantôt sur le flanc du cinéma et des séries, avec Netflix et Disney+, tantôt sur celui des sports, avec beIN ou des plateformes comme DAZN. Ce modèle prend tout son sens sur une TNT dont les atouts sont ainsi exploités et constitue une force indéniable qui lui a servi dans sa construction et pour son avenir. Pour le dire encore plus clairement, la TNT reste donc absolument nécessaire pour Canal+ en tant qu'assise de son modèle généraliste. Et si Canal+ venait à perdre sa fréquence, la question du maintien de son modèle généraliste se poserait. Si notre position sur la TNT et son importance pour le modèle généraliste n'ont pas changé depuis notre dernière audition, nous l'avons évoqué ce matin, Monsieur le Président, l'environnement concurrentiel, lui, a changé. Les plateformes Netflix en premier lieu ont fait le choix, dès fin 2022, soit 6 mois après notre audition de juin, de lancer des offres hybrides avec des abonnements qui nécessitent un abonnement payant, mais qui comportent également de la publicité. Elles se positionnent ainsi sur un marché du gratuit, déjà saturé, avec les acteurs hertziens historiques du gratuit, en particulier TF1 et M6, les chaînes Fast, qui proposent des films et des séries à la chaîne, pour ne pas dire au kilo, et enfin les réseaux sociaux tels que YouTube ou TikTok, qui captent une part toujours plus grande de l'attention du public et donc des annonceurs. Il y a donc une nécessité absolue pour le groupe Canal+ de pouvoir bénéficier de l'exposition offerte par la TNT, à la fois sur la TNT payante et la TNT gratuite. En effet, si je reviens sur le modèle économique de nos chaînes gratuites, il s'appuie exclusivement sur les recettes de publicité. Face au duopole que constituent TF1 et M6, notre régie Canal+ Brand Solutions a pu développer un savoir-faire, des outils, mais surtout une taille critique pour à la fois commercialiser de manière optimale l'ensemble de nos supports gratuits comme payants, mais également relever les défis de la monétisation de contenus à l'avenir dans un monde de plateformes hybrides. Sa stratégie de monétisation, qui vous a été dévoilée plus tôt, s'appuie sur une offre de couplage lancée il y a 4 ans, nommée C8 Star+, qui regroupe, on est vraiment les génies du nom chez Canal,
qui regroupe les inventaires linéaires de C8, de C-Star et également de Canal+. Offre rendue attractive auprès des annonceurs par sa puissance relative et surtout par la présence d'écrans premium de la chaîne Canal+, juste avant la diffusion de films inédits ou de la Ligue des Champions par exemple. Au-delà de cette offre de couplage, c'est la capacité de la régie à commercialiser une offre dans toute sa diversité qui nous permet d'exister sur le marché, en tant que troisième régie, certes, mais à distance des deux premières régies, et en particulier à distance de la régie de TF1, dominante sur le marché. Nos chaînes gratuites, l'ensemble de nos chaînes payantes et thématiques, les inventaires digitaux de MyCanal, et des supportières comme les chaînes RTL9, Eurosport, les réseaux cinéma UGC et le Grand Rex, ou des plateformes comme Oki de Free et Max de Warner. Ainsi, la stratégie de notre régie et celle de notre groupe s'appuie sur deux piliers. La télévision gratuite apporte un socle de chiffre d'affaires et pèse aujourd'hui pour 60% des recettes de Canal+ Brand Solutions. Le digital et la télévision payante apportent un caractère premium essentiel. C'est une condition du succès actuel et futur pour les enjeux du groupe, dans un monde où l'ensemble des plateformes ont lancé, comme je l'ai dit, des offres hybrides associant souscription et publicité. Pour conclure, nos chaînes gratuites, sans l'exposition et la puissance offerte par la TNT, ne pourraient pas subsister en l'état. Ces stars, isolées, sans C8 et CNews, peineraient à être rentables, comme de nombreuses chaînes TNT non accolées à une offre leader. C8 sans Canal+, aurait du mal à soutenir une valeur importante sur ces espaces publicitaires et ne disposerait pas d'une taille critique nécessaire sur le marché. Et enfin, sans les chaînes gratuites C8, CNews et C-Star, le groupe Canal+ se retrouverait désarmé pour préparer les enjeux publicitaires de demain et monétiser ses offres hybrides, que ce soit en linéaire ou en délinéaire. Il devrait alors réviser son modèle. Dans un contexte concurrentiel exacerbé où chaque jour voit naître un nouvel acteur proposant de la publicité, il apparaît donc nécessaire de maintenir un maximum de stabilité pour le secteur et en particulier pour le groupe Canal+, en conservant l'équilibre actuel entre autorisation de TNT payante et de la TNT gratuite. Cet engagement et cette confiance que nous démontrons aujourd'hui à travers les candidatures que nous vous présentons portent une certaine idée de la TNT, une TNT totalement dédiée à l'intérêt supérieur des publics et qui se traduit par des performances d'audience exceptionnelles, une TNT garante du pluralisme du paysage audiovisuel français pour répondre aux attentes de l'ensemble des foyers français, une TNT qui permet à tous les Français d'accéder au contenu premium dans les thématiques essentielles de la télévision payante, le cinéma, le sport, le documentaire et le divertissement, et enfin une TNT constituée d'acteurs expérimentés et avec l'ambition et les moyens de faire vivre l'exception créative nationale et son écosystème. Soyez assurés, Monsieur le Président, Mesdames les conseillères, Messieurs les conseillers, que les différents dossiers présentés s'inscrivent pleinement dans cette ambition affirmée pour la télévision française et son écosystème. Je vous remercie de votre écoute. Avant de passer la parole à Gérald Brice-Viret qui va vous exposer nos ambitions renouvelées pour la chaîne Canal+ sur la TNT, je vous propose de regarder la promesse éditoriale de la chaîne Canal+ en bande-annonce. Merci. Si l'on devait raconter Canal+ en quelques mots, ce serait une histoire de plus et de cœur. Au cœur de tous les événements. C'est un drôle de moment pour nous, non ? Serait-il possible que nous puissions regarder la vérité en face ? Au cœur des compétitions majeures, sur tous les terrains. Voilà pourquoi on aime le foot. Au plus près des plus grands champions. Fabio Quartararo en direct sur Canal. Vous êtes là où il faut être. Au cœur d'une société en mouvement avec ses créations documentaires. C'est ici que l'avenir de nos vies se trouve. Tous ces visages derrière moi, c'est un an de féminicide en France. Ses séries créations originales. Aucun acte de violence ne fera vaciller nos convictions et nos valeurs. Et les séries internationales les plus prestigieuses. Il est revenu. Mais aussi dans le cœur des talents qui se révèlent ici comme nulle part ailleurs. Je suis un prince charmant. Ça m'atteint pas, au contraire, ça me donne de la force. Ça va. Dans le cœur du cinéma que nous soutenons depuis toujours. Canal+, c'est vrai que c'est une chaîne qui suit les films depuis le début. Avec tous les films qui comptent. Je suis destiné à de grandes choses. Et plus que jamais, dans le cœur de nos abonnés. Il faut croire à l'amour. Au cœur des Français.
Le 4 novembre prochain, nous fêterons les 40 ans de Canal+. Depuis 40 ans, Canal+ est synonyme d'excellence, de diversité, d'innovation dans le paysage audiovisuel français. Historiquement, Canal+ s'est construit autour de deux piliers, comme l'a rappelé Maxime, le cinéma et le sport. Il s'agit de véritables spectacles télévisuels. Les deux ont pu bénéficier des apports de la TNT, le 16/9, la HD, le 5.1, le son et l'image. Tous les jours, ce sont près de 5 millions de téléspectateurs et chaque mois près de 35 millions qui regardent Canal+, une part d'audience qui est record, on pourrait y revenir, en termes de part d'audience quotidienne depuis 2018. L'offre Canal+ est inédite en France et à ce titre, il est important de la rendre accessible à l'ensemble de nos concitoyens sur tout le territoire. Nous avons parlé d'offres sport, encore plus de sport, 10 000 heures de sport avec une vingtaine d'émissions qui vient décrypter les 45 championnats que nous diffusons, encore plus de cinéma, 100% des films du box-office, tous les films primés en France et dans le monde, encore plus de créations originales. Comme vous le savez, depuis 20 ans, Canal+ incarne la force créative de la fiction. Nous avons rencontré de nombreux succès et on a fédéré les Français autour de thématiques très fortes. Encore les succès récents de La Fièvre et d'Argent et de Sang. La création originale fait rayonner la création française à l'international. Nos séries sont récompensées et plébiscitées à travers le monde. Je pense encore récemment à Des gens bien ordinaires qui a été récompensée au international et mise. La création originale, c'est un large éventail de genres. Le policier avec BRI, Sitcom, Terminal, qu'on a lancé avec succès cette année, le judiciaire, 66.5, l'espionnage avec le Bureau des légendes, bientôt adapté aux États-Unis, la politique avec Baron Noir, La Fièvre, l'historique avec Marie-Antoinette, le médical avec Hippocrate, bientôt la nouvelle saison, ou encore l'aventure avec Guyane. Les talents apprécient que la chaîne leur laisse exercer pleinement leur liberté artistique. C'est un point important. Canal+ est devenu un espace de création inédit en France, comme en témoignent les œuvres de Florence Foresti avec Désordre, Jamel Debbouze avec Terminal et son équipe, ou Jonathan Cohen avec La Flamme et le Flambeau, ou récemment Payanotis Pasco avec Enterrement de vie de garçon. Enfin, la création originale est particulièrement populaire chez les jeunes, un rajeunissement sans précédent de nos abonnés qui apprécient sans désinvolture tous les sujets comme Validé, une série autour du rap, bientôt la saison 3 avec Franck Castambide, ou les parodies La Flamme et le Flambeau. Canal+, c'est encore plus de documentaires cette année, près d'une vingtaine de documentaires inédits, dont la moitié dédiée au sport. C'est encore plus de spectacles, avec une vingtaine de soirées tout au long de l'année. Canal+, c'est aussi des flux cryptés depuis cette saison. Nous avons eu l'occasion de parler au micro, où nous avons trouvé parmi 10 000 candidats le prochain commentateur sportif amateur de France. Nous relancerons cette opération et à la rentrée, nous lancerons l'adaptation légendaire du jeu Les Loups-Garous en grandeur nature. Ça sera notre premier flux de prime time qui sera diffusé à partir du mois d'octobre. Canal+, c'est enfin des rendez-vous diffusés en clair, de manière événementielle, comme la Nuit du rugby, que chaque année on attend au mois de septembre, des événements majeurs, comme la cérémonie de la Mostra de Venise, ou la Nuit des Césars, précieuse vitrine du cinéma, qui a encore augmenté ses scores d'audience cette année. Au quotidien, c'est en aparté, avec Nathalie Lévy, qui cartonne tous les soirs à 20h30, un climat différent, une chaleur autour de cette interview inédite. Et puis, Clic, avec Mouloud Achour, qui est présent avec nous, qui enregistre des centaines de millions de vues en ligne. C'est un espace d'accueil unique en son genre. Je voulais parler aussi de Groland, qui est là depuis 30 ans, qui fêtera encore son anniversaire pour nos 40 ans. Et puis, une 11e saison pour le Jamel Comedy Club. Et pour finir, Canal+, ce sont aussi une multitude de programmes courts dont nos téléspectateurs raffolent. Je pense à Brut, je pense à la boîte à questions, Coach Hakim, ou la prochaine rentrée, la 8e saison des Cassos, et j'en passe. Autant d'écritures qui permettent d'affirmer que Canal+ est plus que jamais indispensable pour la création dans notre paysage audiovisuel français. Merci beaucoup. Alors, je vais me tourner vers mes collègues pour engager le dialogue. Juliette Théry. Merci de cette présentation. Vous avez parlé tout à l'heure de l'importance des plages en clair. Donc, on est un peu, j'allais dire, au courant, parce que l'année dernière, on a contribué, je pense, dans la Convention à
disons, ouvrir un peu des possibilités pour le service, notamment dans les 12 fois par an, pour avoir la possibilité d'avoir des programmes qui durent jusqu'à 21h30. C'est quand même 25% le plafond global de votre temps de diffusion, sauf quelques dérogations. Donc, c'est inscrit aussi dans la Convention. Donc, je commencerai par là parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est l'intérêt du public et l'accessibilité des programmes. Et lorsque c'est gratuit, c'est encore mieux que quand c'est payant, du point de vue. Alors, vous avez aussi, s'agissant du format de votre service, en tout cas dans la candidature, bien expliqué que le documentaire était un pilier central du service. Vous avez beaucoup insisté sur le documentaire, d'une part, et puis sur les émissions liées au rayonnement du ciné. Et j'allais dire, que comptez-vous faire justement des flexibilités que nous vous avions accordées l'année dernière ? Est-ce que vous souhaiteriez vous engager, ce qu'on appelle évidemment de nos voeux, sur plus précisément sur ces plages, notamment en inédit, j'ai retenu les 20 documentaires par an, pour une meilleure exploitation, encore une fois, au bénéfice du public. On pourrait avoir un intérêt convergent sur ce sujet. Alors d'abord, effectivement, pour vous remercier de cette facilité qui est au profit des téléspectateurs, je vais laisser Vincent Navarro vous expliquer des différentes fois où on s'en est servi, à la fois pour offrir un épisode en prime time et d'autres pour rediffuser des documentaires pour que tout le monde puisse les regarder. Bonjour Monsieur le Président, bonjour Mesdames les conseillères, bonjour Messieurs les conseillers. Le Clair sur Canal+, il a une double, voire triple vocation. Le premier, il est de créer des rendez-vous quotidiens pour ancrer Canal+ dans le quotidien des Français et traiter l'actualité culturelle et sportive. Je crois que vous l'avez évoqué ce matin, c'est un intérêt commun que d'avoir une culture, un sport, une actualité sportive qui rayonne et donc avoir un cinéma, par exemple, qui se porte bien. C'est pour cela que nous traitons de l'actualité du cinéma et c'est aussi pour cela que nous traitons de l'actualité sportive pour qu'en retour, quelque part, nos piliers rayonnent. Ça, c'est le premier point. Donc, les rendez-vous quotidiens ou hebdomadaires. Donc, c'est en aparté, c'est Clic présenté par Mouloud Achour, c'est également le Canal Football Club, par exemple. Et nous avons un deuxième volet sur le Clair, c'est en effet apporter aux Français des événements idem, culturels ou sportifs, qui seraient normalement cryptés, mais que l'on propose en clair pour les faire rayonner. Donc là, on a évoqué la cérémonie des Césars, donc près de 2 millions de téléspectateurs devant les Césars. C'est également la NBA quand elle vient à Paris de façon tout à fait événementielle, donc le NBA Paris Game, que nous avons proposé en clair, qui a été vu par près de 500 000 personnes. Ou même des droits moins majeurs, mais qu'il est pour nous important de soutenir, comme la D1, par exemple. Nous avons proposé la petite finale du championnat de D1 qui s'appellera bientôt Première Ligue, ou également, par exemple, la finale de Pro D2 qui a été proposée en clair le mois dernier et a fait 700 000 personnes devant cette finale. Donc c'est un score qui est vraiment très, très important. Donc le but est vraiment double, en fait, avec le clair, c'est les rendez-vous quotidiens hebdomadaires et également proposer ce type d'événement au plus grand nombre. Donc c'est pour ça que la TNT est importante pour nous. Nous n'aurions pas les scores que je viens d'évoquer avec vous si nous n'avions pas la TNT. Spécifiquement sur les dérogations que nous avons nouvellement, et nous vous en remercions, l'idée est un petit peu la même, c'est-à-dire que c'est nous permettre d'aller un petit peu plus loin sur la proposition de ces événements. Jusqu'à présent, nos plages en clair étaient et sont matin, midi, avant soirée. Donc nous devions proposer des événements qui restaient dans ces tranches en clair. Avec la possibilité d'aller jusqu'à 21h30, nous pouvons quasiment proposer certains prime time en clair. Donc ça a été le cas récemment avec le lancement de Terminal qu'évoquait Gérald Brice. Donc pour nous, c'est un événement très important, une création originale extrêmement importante et aussi emblématique de ce que nous souhaitons faire et qui témoigne également de notre histoire avec la filiation avec H. Donc voilà, il était important pour nous de pouvoir proposer les premiers épisodes en clair et ces dérogations jusqu'à 21h30 nous le permettent, alors qu'avant nous étions, on va dire, limités sur des événements centrés sur les tranches de clair uniquement. On a également j'ajouterais, merci beaucoup Vincent, 2-3 choses. Sur la NBA d'abord, c'est intéressant comme cas parce qu'on a spécifiquement acheté les droits en clair pour Canal+. C'est un peu contre-intuitif puisque la NBA est disponible en payant sur beIN Sport.
Donc on était dans une logique où c'était même un inédit pour nous. On a acheté des droits en clair, c'est assez rare. On a aussi un enjeu de cause. On a vu tout à l'heure un extrait de Vivante de Sarah Barouk. Enfin, c'est pas de Sarah Barouk d'ailleurs, j'oublie le nom de la réalisatrice qui est exceptionnelle, mais portée par Sarah Barouk, que Gérald Brice-Viré a choisi à la fois de diffuser en clair après sur Canal+ et sur C8 pour qu'il y ait une visibilité maximale pour ce documentaire qu'on considère absolument essentiel. Claire Lejeune, ça m'est revenu, la réalisatrice, pardon. Et simplement pour dire aussi, pour vous remercier comme l'a fait Vincent Navarro de cette extension que vous nous avez accordée, qu'on fait très attention à ne pas déstabiliser les équilibres du marché sur lesquels j'arrête pas de revenir, en mettant soit peu, soit pas de pub du tout sur ces tranches-là pour éviter de créer des soucis avec nos camarades du gratuit dont nous sommes. Et donc on est nous-mêmes très attentifs à ne pas déstabiliser les équilibres. Et je rappellerai quand même qu'il y a quelques fois où on a voulu diffuser des événements en clair et ça nous a été refusé. C'est pour ça qu'on avait demandé l'extension, notamment des Grands Prix de Formule 1, à l'époque où Amazon, qui lui n'est pas soumis donc aux mêmes limitations, pouvait diffuser allègrement du Roland-Garros en gratuit. Et pour finir, pour répondre à votre question, Madame Théry, toutes les émissions au cinéma ont au moins une diffusion en clair. Je pense à Chicha, au Cercle et à Faut voir, la nouvelle émission de cinéma qu'on diffuse le vendredi en clair juste avant le grand film de box-office à 21h pour permettre vraiment de faire la promotion du cinéma en salle. Bon, alors après toutes ces belles déclarations, quels seraient les engagements concrets que vous seriez prêt à prendre justement sur ces plages en termes de documentaires, d'émissions, ou sportives ou de rayonnement cinématographique? Est-ce que vous avez réfléchi? Tu peux pas répondre non, là, je te dis tout de suite. J'ai bien compris. On diffuse... au-delà des belles déclarations, il y a quand même un certain nombre de principes. Typiquement, les documentaires sont majoritairement, en tout cas ceux de prime time, qu'ils soient de sport ou non, déjà diffusés en clair. C'est le cas le documentaire que nous avons diffusé dimanche dernier sur Amandine Henry sera diffusé dans quelques semaines en clair à la place du CFC sur Canal+. Donc, c'est déjà des pratiques. On pourrait vous lister tout ce que l'on fait déjà. On pourrait prendre un engagement de diffuser 10 documentaires en clair, par exemple. Première diffusion pour les abonnés, quelques semaines après pour le clair de Canal+. Ils sont déjà nombreux. Cet engagement. Mais s'engager. Oui. Benoît Loutrel, poursuivre. Est-ce que vous pouvez nous disserter un peu plus pour nous aider à bien comprendre où doit être l'équilibre que vous avez mentionné? Parce qu'effectivement, on voit bien que d'une part, vous êtes en concurrence avec des plateformes qui, elles, débraillent en clair quand elles le souhaitent, et d'autre part, vous êtes sur la TNT et il faut trouver, comme vous l'avez dit, pas déstabiliser le gratuit. Donc, comment on peut essayer de mieux définir les frontières à ne pas franchir pour arriver à concilier ces deux choses qui ne sont pas facilement conciliables? Je pense qu'on a, et en plus de ce que vous citez très justement, on a effectivement la contrainte du modèle généraliste que j'évoquais tout à l'heure, où on est attaqué un peu sur tous les flancs et par des acteurs qui sont plus puissants quasiment sur chacun des flancs que nous. Je crois que ce qu'on essaie de faire, et Vincent Navarro en parlerait mieux que moi, c'est d'être dans une logique d'échantillonnage. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une logique systématique où les gens peuvent se dire finalement je vais systématiquement retrouver les nouvelles séries de Canal+ en clair, sinon ils ne s'abonneraient plus. Ou systématiquement retrouver tous les documentaires de Canal+ en clair. Voilà. On est vraiment dans cette logique de donner à voir, comme on le fait avec les émissions en clair, de donner à voir des programmes pour échantillonner. La NBA, par exemple, c'est un cas intéressant, encore une fois, parce qu'on ne la diffuse pas sur Canal+. Mais on est le distributeur de beIN Sport. Donc ça nous intéresse de donner envie à ceux qui n'en ont pas l'occasion de voir du basket américain, pour qu'ensuite, éventuellement, susciter de la souscription. On est toujours quand même dans cette logique aussi, non seulement de mise en clair de programmes pour que ça bénéficie au plus grand nombre, mais aussi d'inciter les gens à s'abonner. Donc c'est là qu'on voit c'est cette notion d'échantillonnage et de ne pas programmer de manière systématique. Et puis je crois que ça nous permet de créer un lien aussi avec l'ensemble des Français, c'est-à-dire que plutôt que d'être un diffuseur, une plateforme qui ne met rien en clair et ne fait aucune proposition, sur certains événements dont les Français sont fans mais ne l'ont pas forcément, ou en tout cas n'ont pas accès, de pouvoir justement leur montrer la NBA, alors qu'elle se joue à Paris, mais bien sûr pour les gens de province c'est plus compliqué, de proposer certains grands prix de Formule 1 ou en effet une finale de Pro D2 en clair, alors que les gens ne sont pas abonnés. C'est aussi créer un lien avec eux et un début de relation. Et ce qui est important, c'est que, je le répète, on a cru qu'il y a quelques années, le linéaire allait s'éteindre. Il s'est aujourd'hui étendu.
Et les plateformes sont en train de recréer des chaînes linéaires. Nous, avec Vincent Navarro, nous avons, et avec Jean-Marc Jorami, créé une dizaine de chaînes linéaires pour renforcer d'ailleurs la consommation de Canal+, puisque c'est une véritable vitrine de tout notre savoir-faire. Et quand elle est en clair, on ouvre le magasin à tout le monde qui peut gratuitement profiter d'un documentaire de sens. Je pense à un autre documentaire qui a été important, c'est « Il faut qu'on parle », qui avait pour moi une double résonance. C'était un documentaire qui a été produit par la rédaction de Canal+, qui a permis, je crois qu'on en a parlé avec Thomas, à des sportifs et des sportifs homosexuels de parler de leur homosexualité dans leur sport. Et nous, c'était des sports diffusés sur Canal+, donc il y avait un double sens. À la fois libérer la parole et à la fois parler du rugby, parler du football féminin. Donc ça avait un vrai sens. Donc c'est une vitrine supplémentaire, une vitrine en clair, qui permet de montrer à tout le monde le savoir-faire de Canal+, et le savoir-faire français en termes de fiction. Et plus largement sur votre question, je crois qu'on s'achemine directement depuis quelques années, moi je le pense, vers une convergence des modèles. À la fois gratuit et payant, et à la fois télévision linéaire et délinéarisée. On voit que Netflix maintenant ne se cache pas de sa stratégie accélérée sur la diffusion de programmes live. Ils multiplient les expérimentations qui en sont de moins en moins. Ils ont signé même un prix qui s'appelle les SAG, les Actors Guild, Screen Actors Guild, une cérémonie très prisée aux États-Unis qu'ils ont ravie à une chaîne gratuite et qui est maintenant une exclusivité Netflix. Ils ont fait l'acquisition de droits sportifs NFL aux États-Unis pour l'instant, ou en tout cas en Amérique du Nord, NFL et le catch, qu'ils ont acheté pour 10 ans. Le catch, donc le sport. Amazon, évidemment, on le sait, a largement déployé cette stratégie sur le sport. Disney+ a fait l'acquisition de la Ligue des Champions en Scandinavie. On va voir une convergence, on va voir des programmes. J'espère qu'un jour, j'espère sincèrement, et Monsieur le Président le sait, qu'à l'instar de ce qui s'est passé sur le piratage, ces plateformes seront effectivement un jour régulées par l'Arcom, parce que je pense qu'on va avoir une convergence des modèles et qu'on va se retrouver avec des acteurs qui feront de la télévision exactement comme... Vous savez, moi, je me souviens quand Netflix est arrivé, j'ai déjà raconté cette anecdote, et que j'étais voir les dirigeants de TF1 à l'époque. Ils m'ont expliqué que c'était le problème de Canal+, et pas le problème de TF1 Netflix. Parce que vraiment, House of Cards, ils faisaient des séries feuilletonnantes et c'était le modèle de Canal. Aujourd'hui, je crois que les dirigeants de TF1 ne diraient pas la même chose. À l'époque, il y avait juste Benoît Louvet qui disait qu'effectivement, il y avait un sujet. Donc, on va voir de plus en plus ces plateformes converger vers des modèles publicitaires, mix en tout cas, et potentiellement même gratuits, je le pense. Pas exclu qu'un jour Netflix soit gratuit, qui est une formule gratuite de Netflix. Et on va les voir converger vers des modèles de télévision, et vous verrez qu'on vous dira, ce soir sur Netflix, rendez-vous à 20h pour aller voir tel programme. C'est imminent. Mais c'est une convergence asymétrique. Parce qu'on voit effectivement la TNT payante et les plateformes en train de converger sur un modèle hybride, mais à ce moment, le gratuit ne converge pas du tout. Donc il y a quand même réciproque. Donc là, vous avez décrit ce que vous pensiez raisonnable de faire dans vos plages en clair. Qu'est-ce qui ne serait pas raisonnable de faire ? Je ne vais pas faire la stratégie de L'Elmer, mais enfin, quand je l'écoute, j'ai quand même l'impression qu'il a compris qu'il y avait un enjeu de plateformisation et digitalisation de sa chaîne. Donc, il n'est pas tout à fait payant, mais enfin, TF1+, en l'occurrence, c'est pas gratuit. Donc, en tout cas, pas gratuit pour nous. C'est le sujet que vous connaissez aussi. Donc, je crois quand même qu'il y a un mouvement global de convergence. Merci. Antoine Boilet. Merci, Monsieur le Président. Merci pour votre présentation. Vous êtes revenu dans le détail sur le rôle de Canal+ dans la structuration des filières, et puis vous avez présenté là aussi de façon très détaillée tous les volets de votre stratégie de création originale. On l'a vu avec la fiction, les séries et le documentaire. Et puis c'est vrai qu'on a évoqué il y a 2 ou 3 jours le fait que vos négociations et vos discussions avec la filière audiovisuelle étaient bloquées par rapport à ce qui serait un nouvel accord après celui qui date de la fin des années 2000. La question que j'aurais, et on peut prendre vous pouvez bien entendu prendre le temps pour y répondre, mais au fond, quelles évolutions, quels enrichissements de ces accords souhaiteriez-vous mettre sur la table dans les cadres de ces discussions futures avec tous ces acteurs, pour que justement, à vos yeux, ce nouvel accord puisse accompagner le mieux possible la montée en puissance de vos offres premium en fiction,
en documentaire, et j'aurais peut-être ensuite une question aussi sur l'animation, parce que c'est vrai que nous, si nous décidions le renouvellement de cette fréquence, au moment d'échanger sur la convention, par nature, le fait de pouvoir s'appuyer sur le cinéma, on l'a évoqué ce matin et on en reparlera sans doute cet après-midi, mais sur l'audiovisuel, sur un accord solide qui, là encore, est à l'image de la stratégie éditoriale que vous nous avez présentée et qui, je le redis, est extrêmement premium et ambitieuse. Je vais laisser Laetitia Ménassé compléter, mais on a évoqué, vous avez raison, le sujet de l'absence d'accord audiovisuel. On a aussi évoqué, je me permets de le rappeler, que Canal+ était systématiquement au-dessus de ses obligations en matière audiovisuelle. Et je crois qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir. En tout cas, il n'y en a pas auprès des syndicats. Et j'espère qu'il y en aura. Il n'y en a pas ici à l'Arcom. On a toujours été et on sera toujours au-dessus de nos obligations. Ça, c'est pas vraiment. Et du coup, ça détend quand même un peu tout le monde. Moyennant ce qu'on s'est dit il y a 2 ou 3 jours sur les assiettes et que vous m'aviez répondu, ça fait 3 ans qu'on vous explique, etc. Mais je prends votre point. Et on est toujours au-dessus de nos obligations. Ça, personne ne l'a contesté. Et je crois qu'il est difficile de reprocher à Canal+ de ne pas être ambitieux en matière de fiction ou de documentaire, comme on l'a encore prouvé cette année, comme l'a rappelé Gérald Brice-Viré. Les sujets qu'on a, ils sont connus, ce sont les mêmes à peu près depuis 10 ans, et on n'est pas les seuls à les porter, on n'est pas le seul diffuseur à les porter, et même, je dirais, les diffuseurs, la plupart nous ont rejoints dans notre appréciation. On a évidemment des sujets de droit, en réalité, principalement, puisque, encore une fois, l'enjeu pour nous ne sont pas tant les montants d'investissement. Encore une fois, on est prêt à prendre, et on l'a pris dans le passé, des engagements très importants, et encore une fois, on est toujours au-dessus de nos obligations. Ensuite, il y a le sujet des indépendants, qui n'est pas un sujet, comme je l'ai rappelé ce matin, puisque de toute façon, nous croyons profondément chez Canal+ à la nécessité de s'appuyer sur un tissu de producteurs et de productrices indépendants, que ce soit en cinéma ou en série ou en documentaire ou en animation, si ce n'est exclusivement, parce qu'en animation, c'est quasiment exclusif. En documentaire, c'est exclusif, quasiment aussi. Et donc, en général, le sujet qui nous divise, c'est le sujet des droits, que ce soit dans leur durée. Je me souviens, par exemple, d'un moment un peu tendu sur le Bureau des légendes, où alors qu'on venait de lancer le tournage de la saison 4, on m'a expliqué que je n'avais plus les droits de la saison 1, et que donc les abonnés qui s'abonnaient à Canal+ pour regarder le Bureau des légendes, saison 2, 3 et 4, n'auraient plus accès à la 1, et qu'il fallait que je repaye l'équivalent de ce qu'on avait investi initialement, c'est-à-dire à peu près 15 millions d'euros, pour sécuriser les droits du Bureau des légendes. Donc voilà, on peut se retrouver dans des situations très compliquées. Et on a le sujet de la capacité de Canal+ à exploiter ses droits sur une base mondiale, qui n'existe pas, puisqu'en fait, aucun de ces droits, comme vous le savez, alors que nous en finançons la majorité, n'appartient à Canal. Je ne souhaite pas spolier les producteurs. J'ai toujours considéré qu'il était légitime que les producteurs soient propriétaires de leurs droits. Simplement, nous demandons à pouvoir exploiter. Et il ne s'agit même pas de recettes pour nous, à l'étranger, parce que là aussi, les recettes sont dues aux producteurs. Ça, il n'y a pas de sujet pour nous. Mais c'est notre capacité à exploiter, à l'instar de ce que fait Netflix sur des productions américaines, par exemple, ou coréennes ou espagnoles, des droits de série sur l'ensemble des territoires couverts par Canal+. C'est un sujet qui est de plus en plus important pour nous, puisqu'on couvre de plus en plus de territoires. L'essentiel est en général là. Je vais laisser Laetitia, qui est beaucoup plus au fait de ces négociations, compléter. La pression est maximale. En réalité, il y a effectivement les sujets de fond qui sont notamment la question du rééquilibrage entre les éditeurs, les producteurs, et qui sont des sujets un petit peu plus au long cours. Mais très concrètement, sur la négociation en l'état, on a voulu bénéficier d'un certain nombre de possibilités qui étaient laissées par les décrets. Je pense notamment à la durée qui, comme vous le savez, dans les nouveaux décrets, est sans accord réduite à 36 mois. On voulait avoir une durée d'exploitation qui soit plus longue, à minima celle qu'elle était sur les décrets précédents, voire pouvoir exploiter sur des durées beaucoup plus longues. Les décrets permettent d'aller jusqu'à 60 mois. Ce n'est pas forcément des demandes qu'on avait formulées, mais en tout cas avoir une durée d'exploitation évidemment longue. Pouvoir obtenir un certain nombre de mandats. Évidemment, les mandats, c'est important, notamment dans notre stratégie avec Studio Canal pour exploiter ses droits sur d'autres modalités de diffusion. Et le troisième point qui était majeur pour nous, c'est évidemment la question des droits SVOD qui peuvent être octroyés par les producteurs dans le cadre de ces accords et qui, en l'état, ne le sont plus pour nous. Merci, mais le fait est que, avec la précision que vous avez faite sur l'accélération de votre stratégie à l'international, que sur tous les autres volets,
les autres acteurs du monde de la TNT linéaire ont les mêmes équations à résoudre et que pour autant, effectivement, leur dernier accord avec la prod audiovisuelle ne date pas d'il y a 15 ans et ils ont réussi, lors des négos, effectivement, à aboutir à un accord. Donc, pardonnez-moi, ils n'ont pas du tout la même équation à résoudre. Aucun n'est présent à l'étranger comme le groupe Canal+. C'est pour ça que j'ai commencé en disant modulo ce point qui est majeur dans le cadre de votre stratégie. Je parlais des autres points. Pardon. Et dans ce cadre-là, tout ça étant posé sur la table, vous souhaiteriez rentrer dans une logique de discussion qui pourrait s'organiser en vue d'un accord. Là encore, pour parachever ce qui est la stratégie éditoriale ambitieuse que vous avez décrite dans tous ces genres de programmes. Je vais le faire. Non, simplement sur la stratégie, notamment aujourd'hui on parle de Canal+. Canal+ est une chaîne de cinéma et évidemment, comme vous le savez, l'équation pour nous, elle s'inscrit à la fois sur notre volet cinéma et notre volet audiovisuel. Pour les chaînes gratuites, le volet audiovisuel est prépondérant, ce qui est moins le cas pour Canal+. Ça n'empêche d'avoir un certain nombre de créaos extrêmement vivaces. Simplement, là où ça a chopé, c'est sur la différence entre le montant de notre obligation et le montant des dépenses que nous faisons en réalité. Et nous n'avons pas voulu effectivement complètement enferrer ce montant réalisé dans un montant qui soit obligatoire. C'est grosso modo ça la difficulté qui est aujourd'hui la nôtre et qui est une équation un tout petit peu différente effectivement de nos collègues du gratuit. Et dernière question, vous évoquiez tout à l'heure la pertinence du modèle global de Canal+, qui fait qu'effectivement, sur la chaîne mère et ses déclinaisons, le fait qu'il y ait des abonnements liés au sport vient participer de fait à la dynamique de création et par le chiffre d'affaires généré, vient augmenter la contribution théorique de Canal. Mais on sait tous quand même, et on ne va pas rentrer dans les détails de calcul là, que sur d'autres développements sport du groupe Canal+, on est dans une logique, et c'est un débat que nous avons entre nous, où pour le coup, ces nouvelles dépenses, ces nouvelles recettes, pour le coup, générées par des nouvelles chaînes sport, ne viennent pas abonder la logique d'investissement de Canal. Alors, vous parlez effectivement des chaînes de thématique sport que nous avons éditées, les nouvelles. En revanche, je tiens quand même à rappeler que le chiffre d'affaires d'SECP, c'est de ça dont il s'agit aujourd'hui, il donne intégralement droit à obligation. Et comme vous le savez, quand un abonné s'abonne à Canal, il paye à la fois pour le foot, pour le sport, pardon. Je vais me faire tuer. Pour le sport et pour le cinéma. Et effectivement, c'est l'intégralité de cette assiette qui comptabilise pour les obligations. C'est tout à fait différent, effectivement, des chaînes thématiques que nous avons éditées par ailleurs et qui sont distribuées parfois par Groupe Canal+. Ok, merci. Tu veux peut-être en parler, Glantine, de la stratégie socle ? Oui. Compléter. Pardon ? Compléter, pardon. Oui. En effet, alors Maxime en a parlé un peu dans son introduction. On a revu profondément notre stratégie d'offres que beaucoup considéraient trop complexe. On a changé nos offres de façon à avoir une lisibilité beaucoup plus forte de nos offres avec un socle Canal+ renforcé, je reviendrai dessus, et puis 2 offres très thématisées, une offre ciné-série et une offre sport qui portent notre stratégie d'agrégation. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est qu'on le dit souvent, enfin en tout cas moi je le dis souvent, le plus important c'est nos abonnés. Et du coup, c'est vrai que depuis ces dernières années, on a fait en sorte d'enrichir leur offre. Le principal motif de satisfaction d'un abonné, c'est l'usage. Plus il utilise son offre, encore plus quand elle est payante, plus il est satisfait, plus il est fidèle. On a enrichi l'offre de nos abonnés avec des nouvelles chaînes qui viennent renforcer nos piliers thématiques, qui sont des chaînes qui sont importantes. Nos chaînes, elles créent des rendez-vous avec nos abonnés. C'est vrai que dans l'offre pléthorique qu'on a à la télé aujourd'hui, réussir à créer des rendez-vous avec nos abonnés, c'est une des forces de notre offre.
On a rendez-vous le lundi pour la création originale, le vendredi pour les box-office et des rendez-vous comme ça sur l'ensemble de nos chaînes. Et cette stratégie, c'est une stratégie qui a payé puisque aujourd'hui, on a un niveau de satisfaction de nos abonnés qui est supérieur à 80%, qui a gagné 15 points en 5 ans. Donc, du coup, on va continuer dans ce sens-là. Le dernier point dont on n'a pas beaucoup parlé, mais j'aimerais en profiter, c'est l'aspect expérientiel. On a beaucoup parlé du travail d'éditorialisation sur les chaînes, qu'on prolonge quand même énormément. On en a parlé un peu ce matin sur MyCanal, qui permet aussi de démontrer la richesse de nos contenus. Sur MyCanal, aujourd'hui, on a 160 000 contenus disponibles à un même instant. Donc, du coup, il y a un vrai travail derrière pour réussir à éditorialiser et à réussir à montrer la force de chacun des contenus en fonction de ce que nos abonnés aiment regarder. Et au-delà de juste éditorialiser, on a aussi développé des nouvelles fonctionnalités comme le mode expert qui permettent là aussi d'enrichir l'expérience de nos abonnés. Cette passion qu'on essaye de donner à l'antenne, on essaye vraiment de la donner sur l'ensemble des points de contact qu'on a avec nos abonnés et de leur faire vivre la passion et au cinéma et dans le sport de nos experts internes comme s'ils y étaient. Il y a un élément aussi qui est clé, c'est que dans la refonte initiée par Églantine Leclabar et Christophe Pinard-Legris, on a complètement changé les offres. Historiquement, quand moi j'étais en charge de ça, on avait 2 offres qui étaient Canal+ et Canal Satellite, qui est devenu CanalSat. Et l'entrée de gamme, c'était CanalSat. Canal+, c'était le pinacle. Il fallait payer à l'époque 35 €, près de 40 € parfois, pour avoir Canal+. Et donc le chiffre d'affaires qui venait alimenter les obligations était réservé, entre guillemets, à une partie de nos offres. Aujourd'hui, avec la refonte initiée par Christophe et Églantine, Canal+, est devenu le socle de l'ensemble des offres. Par contre, c'est un passage obligatoire. Donc on ne peut pas souscrire aux autres offres sans souscrire à Canal+. Et donc tout le passage par toutes les offres, quelles qu'elles soient, vient alimenter le chiffre d'affaires et l'assiette des obligations. Denis Rapone. Oui, deux questions par rapport à la grille de programme. La première, quelle place vous envisagez de réserver au court-métrage ? Est-ce qu'il y a des engagements éventuels qui pourraient être pris sur cette place dans la grille ? Et la deuxième, vous évoquez dans la présentation, enfin dans le dossier en tout cas, dans la présentation de Canal+, le fait que c'est destiné à proposer une très large palette de genres, parmi lesquels vous citez donc les programmes jeunesse. Et ensuite, dans le dossier, on retrouve assez peu de choses. Quand je dis c'est une litote, on ne retrouve pratiquement rien sur les programmes jeunesse. Est-ce que vous pouvez nous dire, effectivement, quand vous évoquez ce genre particulier, comment on le retrouve, quel est-il, et voilà, nous donner quelques précisions. Sur les programmes jeunesse, alors c'est une typologie de contenu assez spécifique où la notion de rendez-vous est très très importante. Et où nous, Canal, nous avons du mal justement à avoir ce rendez-vous quotidien pour vraiment créer un lien avec les enfants. Donc plutôt que de le faire sur Canal+, nous le faisons ponctuellement quand les enfants sont disponibles. Je pense aux vacances scolaires. Nous faisons des tranches en clair d'animation, notamment pendant les vacances de Noël, par exemple. Nous ouvrons le matin Leclerc pour exposer en fait et créer des rendez-vous, mais uniquement sur ces vacances scolaires-là quand les enfants sont disponibles. Le reste du temps, nous préférons réserver cet espace en fait à Canal+ Kids, qui est une chaîne dont parlait Églantine, qui est venue enrichir le socle en fait, et tout abonné Canal+ a accès à cette chaîne Canal+ Kids, où en fait toute la grille est dédiée à des rendez-vous jeunesse et où il est beaucoup plus facile et où la programmation est beaucoup plus lisible, le repérage beaucoup plus simple. Plutôt que de mixer ça avec d'autres genres de programmes où finalement, dans le reste de la grille de Canal, on n'a pas énormément de contenu enfant. Et il faut parler, Vincent, de l'expérimentation que nous faisons cet été sur Canal+, avec un rendez-vous spécifique pour les enfants, avec un rendez-vous non pas à 21h, mais à partir de 19h. 19h. Prime time des enfants. C'était une demande de Maxime, justement, d'exposer davantage le cinéma d'animation auprès des enfants, puisque finalement, nos premières diffusions étaient réservées à un horaire de 21h. L'idée, c'est justement de tester, et peut-être même que nous continuerons, lors des vacances scolaires où les enfants sont disponibles, une case, on appelle ça le petit box-office, à 19h30, donc il précède le grand film du vendredi soir. Sur Canal+. Sur Canal+, un film inédit tous les vendredis durant tout le mois de juillet et tout le mois d'août.
Comme on a tous les gros films d'animation qui sortent en France, on a trouvé que c'était une opportunité de les présenter pour un public plus jeune. Et quant aux courts-métrages, je le redis, bien sûr que nous nous engageons sur les courts-métrages. Ils sont aussi diffusés sur Canal+. Vincent peut en parler. Et donc, comme on l'a dit ce matin, nous nous engageons sur un investissement minimum sur les courts-métrages. Et on parle d'animation, on pense tout de suite aux enfants, mais les Cassos que tu citais, qui est un énorme succès et un gros investissement pour Canal, c'est pas franchement pour les enfants, mais c'est quand même de l'animation. Donc on a aussi des initiatives d'animation qui sont pas. Il y a une création originale également. En préparation. Animation adulte. Tu as raison. Laurence Pécoré-Volier, puis Anne Grandénois. C'était dans la suite. Oui, c'était juste. Ah, pardon, Anne Grandénois. Non, pour poursuivre un peu, pour poursuivre mon collègue, ce que disait Denis Rapone sur les contenus, je voulais un peu avoir des précisions sur les magazines de plateau. Qu'est-ce que vous entendiez parce qu'il y a quand même 1156 heures par an indiquées. C'est des magazines en lien avec le cinéma, le sport. Enfin, est-ce que vous pouvez un peu nous préciser de quel magazine il s'agit ? Il s'agit effectivement des magazines de cinéma et de sport. Nous avons une programmation qui est très conséquente et donc qui vient remplir entre guillemets nos tranchants clairs. Donc ne serait-ce que le volume de sport déjà est très conséquent puisque les access du samedi, du dimanche sont consacrés au sport et donc nous avons quasiment 3 heures de clair et d'émissions de sport le samedi, le dimanche. Nous en faisons également le mercredi lors de la diffusion de la Ligue des Champions avec le Canal Champions Club. D'où l'importance du clair d'ailleurs, puisque à partir de l'année prochaine, nous aurons l'intégralité des compétitions de l'UEFA, dont la Ligue Europa, que nous exposerons sur Canal+. Et donc, il est important pour nous de faire précéder le match de cette nouvelle compétition que nous aurons désormais en exclusivité d'un magazine pour mettre en avant cette compétition, montrer à quel point elle est premium, montrer à quel point elle doit être suivie au même titre que la Ligue des Champions. Et donc, nous ferons un magazine tous les jeudis qui précédera le match de Ligue Europa. Donc voilà, la part belle au sport et forcément au cinéma et on va dire à toute l'actualité culturelle et également donner accès au talent. Nous avons déjà évoqué Click, il y a également En Aparté où nous souhaitons un peu nous différencier de ce que fait la concurrence, si je puis dire, avec des interviews de talents assez originales, assez qualitatives, où le talent n'est pas forcément, ne vient pas forcément faire de la promotion, mais où nous souhaitons le montrer sous un jour nouveau, où il a la capacité de s'exprimer. Donc voilà vraiment les deux typologies d'émissions qui remplissent notre grille. Pour cela, on s'appuie sur 4 plateaux à Canal+ One, puisque nous sommes réunis sur un seul bâtiment que vous avez eu l'occasion de visiter, également sur les plateaux de la Canal Factory, qui est le site historique de Boulogne, pour faire nos émissions sport et toutes ces émissions. Mais nous favorisons aussi beaucoup le terrain cette année, où on veut aller au plus près, notamment sur le rugby, où on décentralise un maximum d'émissions. C'est vers quoi on veut aller vers le futur aussi. C'est déjà le cas des sports mécaniques, où tous les sports mécaniques, moto et F1, sont traités sur place pour vraiment restituer toute l'adrénaline de ces sports ultra premium. Laurence Pécoré-Volier. Merci. Alors moi j'ai 3 questions très différentes les unes des autres. La première, vous avez parlé de la diversification de l'offre d'abonnement. Effectivement, on a pu le constater, y compris jusqu'à une offre qui n'implique pas une condition de durée et qui peut être résiliée plus rapidement. Donc j'aimerais savoir si ça vous pose pas un problème de prévisibilité et quels sont vos constats sur ce qui peut induire une nouvelle consommation au final de l'abonnement, c'est-à-dire des consommations quasiment à la demande au mois et en fonction des événements ou des séries qui veulent être regardées. Donc ça, c'était ma première question. Ma deuxième question, vraiment rien à voir. Nous sommes intervenus 2 fois cette année 2024 sur des problématiques de publicité clandestine. Dans les 2 cas, et il y en avait eu antérieurement, dans les 2 cas, vous nous avez expliqué que la difficulté, c'est que vous aviez des personnes un peu stars sur les plateaux et que c'était très compliqué de leur imposer de changer leurs vêtements ou de mettre un certain nombre de barrages à la vision de la marque. Comment est-ce qu'on peut faire ? Comment est-ce que vous pouvez faire pour que, malgré tout, vous puissiez avoir les stars sans qu'il y ait de publicité clandestine ? Et je laisse la troisième, parce que comme elle n'a encore rien à voir, on va la garder pour la fin. Peut-être sur l'offre.
mensuelle, Eglanty? Oui, sur l'offre, en effet, on a lancé une offre sans engagement. Aujourd'hui... Il y a plusieurs années, hein. Oui, expliquer que c'est pas... il y a plusieurs années, absolument. Il y a des publics aujourd'hui qui ne souhaitent pas s'engager. Et comme on l'a dit depuis le départ, on souhaite pouvoir s'adresser à tous. C'est une offre, du coup, qui est plus chère que l'offre avec engagement. On l'a aussi lancé dans une stratégie de rajeunissement de notre audience. On sait que sur les populations les plus jeunes, l'engagement est un sujet. Et donc, du coup, de ce fait, proposer des offres sans engagement était nécessaire. On a parlé des offres RA+, c'est des offres sur lesquelles les abonnés sont sans engagement, mais restent parce que la proposition et le rapport qualité-prix est excellent. Donc, après, charge à nous de réussir à fidéliser nos abonnés. Et j'avais un dernier point. Oui, et du coup, l'ensemble de notre proposition, en fait, est faite pour que les séries, en fait, on ne s'arrête pas au bout d'une série. Le foot, on ne s'arrête pas au bout d'une saison. Donc, de toute façon, on a une offre qui est par nature fidélisante. C'est très intéressant, votre question, puisqu'on a des offres donc au mois le mois. Et quand sont arrivées les plateformes américaines, c'est quand même un tsunami. On s'est dit, est-ce que, comme dans les autres pays, la télévision payante va s'arrêter? On va se dire franchement. Heureusement, il y a les chaînes linéaires, il y a les chaînes thématiques. On en reparlera avec Planète, toutes les chaînes qui sont membres de l'Access. Et il y a effectivement l'offre non linéaire. Et je me souviens, parce qu'on a eu cette discussion avec Maxime, quand Netflix est arrivé et proposait tout de suite d'une série. Et nous, évidemment, on attend d'abord la diffusion antenne. Et après, on propose, évidemment, à la demande pendant 7 jours ou 14 jours. Et une des expériences qu'on a faites, c'est justement de tout mettre d'un coup. Et en fait, c'est une erreur. Et on est revenu en arrière aujourd'hui. Et on est vraiment dans une systématique où la diffusion linéaire, c'est comme la publication. On attend le lundi 21h pour avoir 2 ou 1 épisode d'Argent et de Sang. Les gens patientent la semaine d'après. Donc, si vous avez un abonnement mensuel, il suffit d'avoir une série sur 2 mois, par exemple. Comme ça, au moins, nos abonnés restent 2 mois. Mais ce qui n'est pas le cas, puisque les abonnés qui y prennent au moins le mois restent très longtemps aujourd'hui. Le churn est très satisfaisant. Et je tiens à préciser que ce sont des offres OTT, donc du coup, qui s'adressent aussi à un public spécifique. Non, ce qu'on voit, c'est la durée de vie entre guillemets, de ces abonnés s'allonger. Enfin, pas... J'ai souvent dit que quand on est abonné à Canal+, on vit plus longtemps, mais j'arrive pas à le prouver. Mais ce qui est certain, c'est que la durée d'abonnement, quand on a lancé au départ les offres sans engagement, effectivement, on avait exactement le cas que vous évoquiez qui se produisait, c'est-à-dire des gens qui s'abonnaient pour une compétition sportive ou un film, et puis ensuite qui se désabonnaient. Et chaque semaine qui passe, on observe que ces populations-là renouvellent, donc des abonnements mensuels, mais les renouvellent sur la durée. Donc on est très encouragé à poursuivre dans cette stratégie. Et sur mon sujet préféré, la publicité clandestine, c'est vrai qu'il y a quelques années, les marques étaient discrètes. C'était un petit polo Ralph Lauren, c'était un Lacoste. Il faut que j'en cite une troisième. Donnez-moi. Adidas, voilà. Aujourd'hui, tous les invités arrivent avec des marques comme ça, etc. On en a beaucoup parlé, et je le regrette, au niveau de notre chaîne C8. On a réglé le problème sur C8, il me semble, et sur Canal+ également, puisque nos conseillers de programme n'étaient pas habitués à ces invités qui arrivent au dernier moment avec des logos comme ça. Et on a mis en place maintenant des vêtements qui, selon hommes ou femmes, plutôt jolis d'ailleurs, et s'ils ont une marque, on leur demande de changer le vêtement systématiquement. Je ne veux plus entendre parler de publicité clandestine sur mes antennes. On est d'accord. On est d'accord. Et donc ma troisième question, c'est sur la place des femmes. Puisque il y a encore un déficit assez important sur la représentation des femmes en plateau. Je ne parle pas du sport, on en a parlé dans un autre cadre. Voilà, donc est-ce qu'il y a des efforts particuliers qui sont envisagés sur ce point? C'est important quand même de parler du sport, puisqu'on a sur chaque thématique de sport, on a une journaliste qui est pour nous le porte-drapeau de chaque fois cette compétition. Et c'est le cas encore, puisque nous avons recruté des commentatrices pour la rentrée. Et sur... Pardon, ça veut dire qu'on n'aura plus de plateau 100% masculin? Non. De plateau de commentaires sportifs 100% masculin? Pas systématiquement, mais régulièrement. Il y a des femmes, il y a même des hommes qui commandent des matchs de compétition féminine. C'est ce qu'on a mis en place avec Thomas Sénégal. Non, mais c'est un vrai sujet. C'est absolument insupportable. Mais vraiment. Quand on le voit, c'est insupportable. Donc, en général, c'est qu'on y a été contraint parce qu'on n'a pas trouvé une personne qui était... Ce qu'on ne veut pas, c'est mettre dans des femmes sur les plateaux parce que ce sont des femmes. Et on veut mettre des personnes qui apportent une expertise ou un éclairage intéressant.
Et c'est uniquement dans le cas où on n'a pas trouvé, mais je vous assure qu'on on fait des efforts là-dessus et on peut prendre des engagements. Mais en tout cas, je trouve ça absolument insupportable en tant que téléspectateur quand on a des plateaux qu'avec. Donc vraiment, on s'attache à l'éviter. Pauline Clavière n'est pas là malheureusement, mais je crois que tu vas faire des changements même sur l'émission de Clic. Pour qu'elle soit présente régulièrement. Sur les invités dans l'aparté, pour être qu'on soit sur une parité totale. C'est important de se le dire. Et sur toutes les émissions, on a encore un effort à faire. On a vraiment bien travaillé sur les créations originales, où on est vraiment à parité sur le nombre de réalisatrices et de productrices, sur le cinéma. Sur le sport, vous l'avez entendu avec Thomas Sénécal, c'est vraiment une priorité aussi. 2 nouvelles embauches sur 3 sont des femmes, parce que c'est important de donner. Et il y en a plein. Je pense au niveau du rugby, j'ai été assez, notamment au niveau du digital et des compétences éditoriales. Et on a ça chevillé au corps. Tu peux peut-être le préciser, notamment sur les émissions d'Access. D'avant-soirée. Nous ne sommes pas encore à la parité. Je crois qu'on est à 43%, donc on a encore quelques efforts à faire et nous en sommes tout à fait conscients. Donc on a ce chiffre de 43%. Mais... Tout à fait, 43%. Après, je crois que c'est en progression quand même. Enfin, ça, c'est les chiffres. Ce sont les chiffres 2023 par rapport à 2022. Donc voilà, donc, c'est un objectif que nous nous sommes fixés. Après... 42. J'avais 43 en tête, excusez-moi. On va passer à 43, alors promis. Non, après, les difficultés, c'est vrai que nous, Canal+, nous regardons essentiellement Leclerc, et donc nous avons maximum 6 heures. En général, nous n'en faisons que 4, voire 5, donc nous avons un espace réduit, entre guillemets, pour atteindre l'objectif, qui n'est pas toujours facile. Thomas Sénécal le disait lundi, sur les candidatures de micro, seulement 1 personne sur 10 était une femme, donc les candidatures étaient ouvertes à tout le monde, donc c'est aussi une réalité, notamment dans le domaine du sport. Ça arrive néanmoins de moins en moins, et donc par rapport au périmètre du Clair, il faut vraiment tenir compte de notre périmètre crypté, où nous faisons énormément d'efforts. Gérald Brice le disait sur la création originale, où nous avons complètement la main. Typiquement, La Fièvre, qui a été un de nos gros temps forts au niveau des créations originales, 2 personnages principaux, 2 femmes. Donc c'est vraiment quelque chose que nous travaillons. Voilà, dans Baron Noir, nous avons fait la première présidente de la République française, femme, etc., etc. Donc c'est vraiment quelque chose que nous travaillons sur nos programmes cryptés également. Et dans notre programme phare, les nouveaux explos, nous avons la parité entre les femmes et les hommes. Pardon, Président, je peux juste sous. Et on multiplie les tests de GEM, tests BGEL. On a réécrit totalement une série qui va arriver sur les antennes à la fin de l'année, qui s'appelle Paris Has Fallen, parce que quand on a reçu le premier script, ça n'allait pas du tout. On a fait le test de BGL, c'est une catastrophe. On a Back to Black, qui est un des plus gros succès de l'année dernière, des 12 derniers mois en cinéma pour le studio Canal, est un fan qui a été... Donc tous les postes, 100% des postes techniques sont dirigés par des femmes. Je crois que c'est une première. Donc on a démontré qu'on était capable de le faire et que c'était possible pour l'industrie, parce qu'on nous dit souvent que c'est impossible. Et c'est un sujet, je voulais le dire aussi, c'est un sujet qui est dans tous les sujets d'intéressement, de bonus et de participation groupe. Pour l'ensemble des salariés, tout le groupe est mobilisé sur ce sujet de parité femmes-hommes et que j'évoquais tout à l'heure, de diversité et de protection de la planète. Alors, merci. Et juste un point, parce qu'on nous l'a signalé récemment, un point d'attention, notamment sur les femmes derrière la caméra, pour ce qui concerne les documentaires. Là, on pourra en parler avec Christine Coquelin lundi, parce que c'est la responsable des documentaires. Elle fait vraiment attention à ça. Et moi, je signale un autre point, puisque c'est un point d'attention sur les femmes réalisatrices en régie, c'est-à-dire souvent des hommes. Et là, on est en formation de femmes pour pouvoir réaliser les émissions en direct, comme on s'y était engagé il y a quelques années. Hervé Gaucho. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, moi, je vais parler... d'informations, parce qu'on est un petit peu surpris que vous n'ayez pas renseigné les parties du dossier de candidature qui se rapportent aux questions qui sont liées à l'information et au programme qui concourt. On est un peu surpris, puisque vous diffusez des documentaires. Tout à l'heure, Gérald Brice-Viret a évoqué « Faut qu'on parle ». D'une certaine manière, ça contribue à de l'information. Il y a le label « Les éclaireurs », qui notamment, entre autres choses, parfois met en scène ou donne la parole à des scientifiques. Donc les questions d'information et de vérité scientifique sont des choses qui sont importantes. Dachour était là tout à l'heure. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire que Clic, d'une certaine manière, est une émission qui au moins concourt à l'information quand Juliette Binoche vient parler de MeToo, quand il reçoit le patron du GIGN ou quand Ragnar Le Breton parle d'actualité. Donc,
Voilà, on est un petit peu surpris que vous n'ayez pas renseigné toutes ces parties, mais il n'est pas trop tard pour le faire en direct, si j'ose dire. Pourquoi est-ce que d'ailleurs dans le dossier de candidature vous ne faites pas mention du comité d'éthique? Donc voilà, la question c'est quels sont les dispositifs qui sont actuellement existants ou qui pourraient éventuellement venir de manière additionnelle sur le respect de l'honnêteté et du pluralisme de l'information. Et d'une manière générale, même si je sais que nous savons que vous attendez que l'ARCOM se prononce sur la manière de mettre en place la décision du Conseil d'État du 13 février, comment est-ce que vous appréhendez les choses de ce point de vue-là en matière de pluralisme interne? Merci. Je vais laisser mes collègues compléter, parce que je dois vous avouer que je n'ai pas participé directement à l'écriture du dossier. Mais ça n'est pas le fruit du hasard, parce que nous avons fait le choix, j'ai fait le choix, que Canal+ ne propose plus de programmes qui puissent être jugés comme des programmes d'information ou politique. J'ai fait le choix assumé que Canal+ se focalise sur des programmes culturels ou de divertissement. Et nous faisons très attention à protéger, quelque part sanctuariser Canal+ de ces sujets qui, vous êtes bien placés pour le savoir, et on en parlera sans doute lundi, créent des problématiques constantes. C'est pas la volonté de nos abonnés, quand ils s'abonnent à Canal+, de voir des programmes d'information qui sont largement disponibles par ailleurs. Ils ne sont pas prêts à payer pour ça, et ils ne souhaitent pas payer pour ça. Ils souhaitent qu'on leur donne accès à de la culture sous toutes ses formes et qu'on les divertisse. Et donc c'est très important pour nous, et on a eu, vous avez raison de le souligner, y compris dans nos plages en clair, des programmes qui avaient une vocation d'information, qui étaient de qualité. Je pense à Yves Calvi, par exemple. Et on a fait le choix de s'en écarter. J'ai fait le choix de m'en écarter. Et c'est valable sur toutes nos géographies, d'ailleurs. Il peut arriver, effectivement, et vous avez raison de le dire, que certains invités parlent de l'actualité, y compris de l'actualité politique. Mais et si Mouloud, malheureusement, il avait un avion, mais il a eu la gentillesse de venir alors qu'il devait interviewer Travis Scott, et je fais rater l'interview de Travis Scott, qui est un rappeur. Mouloud ne va jamais dire à un invité « Non, tu parles pas de ça ». C'est pas le style de la maison. Et donc, il peut arriver que, je pense à Léla Becti qui a parlé du voile, ou je pense qu'il y a un certain nombre de sujets qui sont politiques et qui peuvent évidemment être abordés pendant l'émission. Mais en tout cas, notre volonté est de nous en écarter. Donc je pense que ce que vous décrivez dans le dossier n'est pas le fruit du hasard. Un dernier exemple, je sens que Gérald est dans les starting blocks. On refuse par exemple tous les invités politiques. C'est peut-être ça que tu voulais dire, mais tous les politiques ont voulu venir dans un aparté ou chez Mouloud. On n'accepte pas d'invités politiques. C'est un des exemples. On a même des invités politiques qui ont voulu faire l'émission Hot Ones, où on mange des sauces piquantes. Et pour compléter le propos de Maxime et pour vous répondre, effectivement, on a souhaité que Canal+, c'est comme quand on va dans une salle de spectacle, une salle de cinéma ou dans un stade, on met de côté ses opinions politiques et on est vraiment dans un environnement protégé. En revanche, là où vous avez raison, nous avons dû mentionner l'excellent travail de notre rédaction sport, puisque nous avons entre 150 et 200 journalistes qui travaillent pour l'éditorialisation de toutes les émissions sport. Là-dessus, nous avons effectivement un directeur de la rédaction, vous avez rencontré Thomas Sénacal, des rédacteurs en chef. Nous avons une charte au sein du groupe Canal+, qui garantit l'indépendance des journalistes. Toutes les émissions que vous avez citées, effectivement, il y a un producteur, rédacteur en chef de chaque émission. Il y a un contrôle des programmes sous la direction de Franck Capieto sur les programmes de flux, de Lies Bouchiche sur les programmes de flux cryptés, sur Jean-Marc Jorami pour le cinéma. Effectivement, il y a des rédactions culturelles au sein de ces émissions. Et pour le comité éthique, bien sûr qu'il intervient aussi sur Canal+, qu'il a rencontré la rédaction sport à plusieurs reprises. Et je laisse Laetitia compléter. Non, je crois que tout a été dit. Effectivement, encore une fois, le comité d'éthique est le même pour l'ensemble du groupe. Donc c'est celui qui intervient à la fois pour la chaîne Canal+, mais aussi pour les chaînes gratuites. Et on aborde toujours les programmes de Canal+ avec le comité. Et j'ajouterais aussi que, et là où sans doute il faudra compléter la section, il y a aussi les sujets qu'on a évoqués dans les documentaires sociétaux qui sont effectivement des causes.
On parlait de Vivante, on aurait pu parler de l'épopée joyeuse qui suit le Café Joyeux et notamment dont on est en train de tourner le dernier volet à New York pour l'ouverture du Café Joyeux, du premier Café Joyeux à l'international, ou des Gardiennes de la planète. Donc effectivement, il y a des documentaires sociétaux, vous avez raison de le souligner, donc il faudra qu'on amende le dossier. Oui, je voulais savoir comment est-ce que ça se passait du point de vue, par exemple, des documentaires. Et là, quand on parle de l'honnêteté et de l'information, on parle aussi effectivement de l'indépendance. C'est vous qui avez prononcé le mot, c'est pas moi. Je dis ça parce que, alors, certes, ça remonte un petit peu à loin, entre guillemets, mais enfin, on se souvient quand même qu'en 2018, il y avait eu une sanction, effectivement, contre Canal+, à propos d'un programme qui faisait l'éloge d'un État africain sans contextualisation. Qu'est-ce que vous avez comme procédé aujourd'hui pour éviter ce genre de choses? On en parlera avec Christine Coquelin en charge des documentaires. Il y a une ligne éditoriale extrêmement précise sur la ligne éditoriale des sports et des documentaires. Et aujourd'hui, vous parlez d'un épisode de 3 minutes en 2018. Depuis, rien ne s'est passé sur nos antennes et il y a un équilibre complet et aucun manquement de la part de Canal+. Peut-être, oui, avant Juliette Théry, peut-être un sujet connexe. Vous avez évoqué l'entrée en bourse à venir de Canal. Est-ce que vous envisagez dans cette perspective un changement de la gouvernance? Est-ce que vous garderez un scénario conseil de surveillance directoire ou est-ce que vous envisagez de modifier cela? Et à ce titre, vos amis et concurrents, donc TF1, M6, Altice Media, dans le cadre de la reprise par CMA, CGM, ont tous accepté la demande de l'Arcom d'avoir dans leurs instances de pilotage un administrateur indépendant qui soit un référent pour l'indépendance des rédactions et les questions de déontologie, qui soit aussi un correspondant pour le SHIPIP. C'est un élément qui a été pris systématiquement dans les conventions. Est-ce que le groupe Canal+, aujourd'hui et de demain, acceptera de souscrire à ce schéma? Alors, tous ces sujets sont encore en discussion. En réalité, c'est un peu tôt. Je disais, on est à l'état de projet. Et donc, on est encore en train d'évaluer différents scénarios possibles de gouvernance. Le scénario que vous évoquez est tout à fait possible, si ce n'est probable, le maintien mais il n'est pas arrêté. Je ne connais pas la nature des engagements qui ont été pris, mais on les regardera avec Laetitia Ménassé, bien évidemment. Et évidemment qu'il y aura des administrateurs indépendants. De toute façon, c'est une nécessité si la société doit être cotée. Je dirais simplement qu'une différence avec les acteurs que vous citez, en tout cas sur l'audiovisuel, c'est que c'est cette notion de groupe mondial qui fera que de toute façon, non seulement on devra avoir des administrateurs indépendants, mais sans doute des administrateurs qui sont sans doute internationaux. Et voilà. Mais on regardera ça avec évidemment attention. Vous vouliez compléter ? Non, je crois que tout a été dit. Effectivement, tout est actuellement à l'étude. Donc, c'est quelque chose sur lequel on pourra être un peu plus précis. On a évidemment voulu parler de ces sujets très en amont pour être le plus transparent possible. Mais tous ces sujets sont actuellement à l'étude et seront arrêtés très prochainement. Et dans la gouvernance actuelle de Canal, avant même cette réforme, y aurait-il une difficulté à avoir un administrateur dans votre gouvernance qui soit en charge de ces sujets? On évoque souvent la décision du Conseil d'État du 13 février qui a statué, comme vous le savez, sur les sujets d'indépendance et qui nous demande d'avoir un contrôle plus global de ces sujets. C'est vrai que c'est un des éléments qui peut contribuer à l'indépendance, pas le seul, mais c'est un des facteurs qui peut... On va regarder ça. C'est pas le cas aujourd'hui. Enfin, on a des administrateurs indépendants aujourd'hui, mais c'est pas le cas de personne à cette responsabilité aujourd'hui. Mais on va regarder ça. Juliette Théry. Oui, merci de votre intervention sur la clarification de la programmation du service. Et du coup, est-ce que vous accepteriez d'avoir cette précision dans la Convention? Il y a l'article 3.1 qu'on connaît très bien avec Laetitia sur justement comment le service se positionne dans l'offre TNT en général. Si par hasard on vous sélectionne au terme des auditions. Et du coup, ce qui voudrait dire que l'objet du service serait... exclusivement destiné à une offre culturelle. Il faudrait que ça s'écrive, mais de manière à pouvoir inscrire votre engagement du défaut d'absence d'information ou de programme qui concourt à l'information, mais exprimé de manière peut-être plus positive que négative, parce qu'ensuite, il faudrait définir ce qu'est un programme qui concourt à l'information, ce qui n'est pas forcément toujours évident. Mais voilà, c'est une question.
J'espère que si vous nous sélectionnez, ça ne sera pas que le fruit du hasard. Mais je comprends le sens, on va y réfléchir. Je ne veux pas me retrouver dans une situation où demain on me reprocherait d'avoir un invité qui parle du voile dans l'émission de Mouloud Achour ou d'un autre sujet d'actualité politique sous prétexte que je me suis engagé à ne pas faire d'information. C'est juste... Mais en tout cas, en plein et non pas en creux, je crois, c'était le sens de ce que vous disiez. Je pense qu'on peut tout à fait y réfléchir. C'est bien le sens de la ligne éditoriale de Canal+. Bénédicte Lesage. Je vais reprendre la thématique des territoires ultramarins. Est-ce qu'on pourrait avoir une... J'ai bien entendu ce matin ce qui a été dit dans l'audition sur Ciné+, concernant les territoires... oui, pardon. Canal+ Cinéma. On commence à s'en mêler un peu les pinceaux, excusez-moi. Et donc, je voulais savoir, est-ce qu'on ne pouvait pas prendre des engagements, puisque vous parlez de développer des écosystèmes, là où vous êtes implanté, alors que ça soit dans des pays étrangers, mais là, on est en France, dans des territoires ultramarins, où on sait les difficultés de ces territoires. Est-ce qu'on pourrait avoir une visibilité sur des engagements que vous pourriez prendre pour permettre à l'écosystème de se développer, à créer, faire monter en compétence des producteurs locaux et des créateurs locaux. Est-ce que on peut évoquer quelque chose et qu'on pourrait inscrire dans la convention qui peut être progressif dans la durée, mais qui permettrait d'inscrire cette volonté de développer l'écosystème? Alors, déjà, pour revenir plus précisément sur ces programmes qui sont produits sur les territoires d'outre-mer, nous avons la chance d'avoir Vincent Navarro qui va être encore plus précis que moi là-dessus, parce qu'il a une connaissance des antennes parfaite. Et vous dire également que nous avons lancé, parce que vous savez que 2025 sera l'année des océans et que nous avons la chance d'être le deuxième territoire maritime au monde, une collection sur bleu, océan de solutions avec Maud Fontenoy, où nous allons dans tous les territoires ultramarins pour montrer nos territoires, montrer comment on s'est adapté à l'environnement et comment on s'est adapté à la transition écologique. Bien sûr qu'on peut le faire, mais peut-être plus de précision sur les programmes de ce matin et après sur nos engagements sur les territoires d'outre-mer. Sur les programmes d'outre-mer, là où vous avez raison, c'est que ça reste encore un petit peu au coup par coup, mais de plus en plus, nous discutons avec les directeurs d'antenne des zones concernées et nous échangeons les programmes qui pourraient nous intéresser. Nous avons fait récemment des diffusions typiquement sur des disciplines sportives type trail, sur des documentaires qui traitaient de cette discipline soit à La Réunion, soit en Nouvelle-Calédonie. Donc voilà, donc c'est vraiment les gens qui sont sur place, qui font les documentaires, qui nous tiennent informés de voilà ce que nous avons produit, voilà ce qui arrive, est-ce que vous en métropole ça vous intéresse? Donc voilà, nous essayons de renforcer ce genre de discussion, ce genre de dispositif. Depuis 3 ou 4 ans, nous diffusons également en métropole, enfin en tout cas nous relayons la diffusion du Grand Raid, dite la Diagonale des Fous, de La Réunion. Donc elle est diffusée sur place et nous travaillons avec l'antenne locale pour également la diffuser en France sur nos antennes, pour également la traiter dans la chaîne d'infos sportives Infosport. Donc voilà, de plus en plus, nous échangeons pour essayer de faire rayonner leur contenu en métropole et réciproquement. Mais ça reste un petit peu au coup par coup, donc nous travaillons à le renforcer de façon plus systématique. Et sur le documentaire Marie-Josée Pérec, on a cherché aussi à avoir des coproductions et on pourrait s'engager à faire davantage de coproductions avec les territoires d'outre-mer. Et puis aussi, on travaille en Guadeloupe, Maxime a bien fait de me le préciser, puisqu'on essaye de créer une école préparatoire aux initiatives cinématographiques, pouvoir créer aussi sur les Antilles et des films, des courts-métrages déjà dans un premier temps, et puis après des films cinéma. On pourrait totalement s'y engager. Vous connaissez notre attachement au territoire d'outre-mer ici, puisque nous diffusons sur tous les territoires d'outre-mer. C'est bien, et on sait aussi que, comme l'accompagnement que vous avez fait, par exemple dans la fiction audiovisuelle, c'est l'accompagnement des producteurs et le travail en amont de réflexion et d'éditorialisation il est très important et ça permet aussi de faire monter tout le monde en compétences. Et on sait que ces territoires en ont besoin. Et donc, je vais quitter les territoires ultramarins pour revenir ici et vous poser quelques questions parce que je pense qu'on a besoin d'un peu de lisibilité sur
Vous nous avez expliqué ce matin que vous aviez créé 2 comités qui étaient étanches pour la partie OCS et la partie Canal. Et comment, en termes éditorial, comment on peut spécifier les couleurs OCS et pas simplement c'est des films qu'on ne prend pas sur Canal+. Alors j'ai bien compris dans quel sens vous le disiez que c'était pour bien montrer l'étanchéité, mais comment on peut spécifier et quels sont en termes de volume, parce que par exemple OCS avait une ligne éditoriale assez claire sur la fiction audiovisuelle de 26 minutes qui a permis de faire émerger des jeunes talents, que ça soit en réalisation, en écriture, en comédien, a permis sur un genre 26 minutes de créer des nouveaux concepts. Donc comment vous positionnez en termes éditorial et en termes de volume? Alors, on ne souhaite pas trop encadrer la ligne éditoriale d'OCS parce que OCS doit être une chaîne qui fonctionne et donc elle ne se limite à aucun genre, aucun type de film et elle pourrait concurrencer même Canal sur des gros films. On parlait des Mousquetaires tout à l'heure et donc on va laisser la liberté au comité de se positionner sur des films comme OCS le faisait auparavant où Canal pouvait se retrouver en concurrence avec OCS. On n'exclut pas du tout des scénarios comme celui-là. Et je crois que, en tout cas, c'est trop tôt pour nous pour positionner sur un genre ou sur un style de film particulier. Notre souhait, c'est qu'OCS se positionne comme une chaîne premium de cinéma avec de la première, de la deuxième fenêtre et du catalogue, au même titre que Canal+, même si ses moyens sont plus limités. Et sur la création... Pardon et sur la fiction audiovisuelle? Alors, sur la fiction, je vais laisser Gérald compléter, mais ça fait émerger des jeunes talents, notamment parce qu'ils ne donnaient pas d'argent. Et du coup, il fallait se débrouiller avec les moyens du bord. Et c'est vrai qu'il y a eu des séries très réussies. Moi, je me suis fâché même, je m'en souviens. C'est rare, comme vous le savez. Sur Fabrice de la Patelière, parce qu'on avait lancé, on avait cofinancé la première classe de fiction à la Fémis. Et après avoir financé ça, j'ai demandé ce qu'il en était sorti comme série. On m'a expliqué, il y a une série géniale qui est sortie qui s'appelle Irresponsable et qui est diffusée par OCS. Ça m'a un peu agacé. Et OCS s'était positionné sur cette série, je la voulais pour Canal. Donc il y a de très bonnes séries, vraiment sur OCS. Des très bonnes fictions avec des moyens plus limités, mais ça n'empêche pas du tout la créativité et le talent, comme vous le disiez tout à l'heure. Bon, parfois, ça le favorise. Et donc, on a décidé de le poursuivre. Donc, on a une partie de l'équipe OCS qui est restée. Il y a des gens qui ont fait le choix de partir sur d'autres horizons. Et Gérald a nommé l'ancienne Dominique Jubin, l'ancienne adjointe de Fabrice de la Patelière, qui est vraiment une experte reconnue dans le secteur, une des meilleures du secteur en fiction, pour piloter. C'est montrer l'ambition qu'on donne à cette fiction OCS, donc on a l'intention de la poursuivre et elle a déjà des projets en magasin, entre guillemets. Et on va rester dans la ligne éditoriale qui a été établie par nos prédécesseurs d'OCS, qui était très bonne à notre avis, très complémentaire de celle de Canal+. Merci. Antoine Bollet. J'avais 3 dernières petites questions. La première, c'est vous avez vraiment expliqué dans le détail, Monsieur le Président, ce qui vous avait amené à décider plus d'infos sur Canal dans une logique de préservation. Et je reprends vos mots, mais en tout cas, c'était l'idée. Mais ça, c'est quelque chose que vous avez décidé sur la base d'enquêtes, ou d'une perception du public. Le public disant, il y a Canal+ d'un côté et les chaînes gratuites de l'autre. Mais je voulais juste avoir un petit peu plus de renseignements sur ce qui vous a poussé à prendre cette décision forte. La deuxième chose, c'était peut-être pour ceux qui n'ont pas regardé ce matin, je parle de ceux qui regardent l'audition, mais est-ce que vous avez par rapport au cinéma et toute la discussion qu'on a eue ce matin quelque chose de complémentaire à apporter par rapport à la candidature de Canal? Et le troisième point, mais c'était simplement un retour d'expérience finalement un an après, du volet de votre accord avec Apple TV+, sur des séries inédites que vous proposez en prime sur Canal. Quels enseignements vous tirez d'ailleurs du côté Canal et puis peut-être aussi du côté de votre partenaire? Merci. Alors, on ne prend pas des décisions irréfléchies sur la programmation de Canal+. Et effectivement, on a constaté au fil des années que les programmes type information ne motivaient pas suffisamment l'abonnement par rapport aux programmes plus traditionnels, mais Églantine pourrait y revenir, de cinéma, de sport, de séries, de documentaires et d'animation. Et donc,
face à l'offre de plus en plus pléthorique d'informations, y compris gratuites, nous avons fait le choix de nous en écarter pour marquer davantage le territoire du payant. Sur le cinéma, je crois que j'ai été plus loin que ce matin, puisque j'ai, me semble-t-il, assez clairement expliqué que si la fréquence TNT de Canal+ disparaissait, on se poserait la question du modèle généraliste, et je voudrais vraiment peut-être y revenir une seconde. C'est de plus en plus, la question se pose pour nous, et Monsieur le Président le sait parce qu'on a eu cette discussion plusieurs fois ensemble, face à un modèle qui, je le disais, est unique au monde, de ce qu'il ne faut pas à un moment donné, et on en a beaucoup parlé évidemment, c'est chez Églantine que ça se passe avec Christophe Pinard-Legris, et ce qu'il ne faut pas à un moment séparer et nos offres sport de nos offres cinéma, qui est une vraie question pour nous, qui évidemment aurait un impact immédiat sur notre assiette d'obligations, mais ce n'est pas comme ça qu'on réfléchit d'abord, en tout cas, ce n'est pas le premier point. Le premier point, c'est comment est-ce qu'on arrive à être compétitif face à des offres qui se sont quand même spécialisées, même si, je le disais tout à l'heure, Netflix commence à arriver sur le sport, Amazon l'a déjà fait, etc. Donc on voit que tout ça n'est pas si simple et qu'il y a beaucoup de porosité entre toutes les thématiques et tous les domaines. Mais quand même, il y a une question qui se pose pour nous. Pourquoi ? Parce que quand vous avez un modèle généraliste, il est coûteux. Je disais tout à l'heure 2,5 milliards pour la France, 3,5 milliards d'euros au global pour Canal+. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Canal+ reste encore aujourd'hui déficitaire. Je veux dire, on a avec le travail des équipes de Christophe Pinard-Legris, on a retrouvé de la croissance. Ça fait 8 ans qu'on croît en France et on est encore déficitaire sur Canal en France. On a vraiment largement réduit le sujet. C'est plus un sujet de survie pour Canal. On est vraiment sur la ligne de crête, j'ai envie de dire. Mais pourquoi ? Parce qu'on a une base de coûts qui est trop élevée, encore aujourd'hui en termes de programme. Et donc ce modèle généraliste, il est très coûteux, parce que vous devez à la fois défendre vos territoires sur des droits premium sportifs et des droits cinéma et des droits séries et des droits documentaires, etc. Tout ça est très coûteux. Et donc ça vous oblige, pour le rentabiliser, à avoir un prix un petit peu élevé. Plus élevé en tout cas que les concurrents. Et je ne pense pas que ce sujet de prix va s'estomper. Je pense qu'au contraire, avec ce qui nous attend, malheureusement, et qu'on l'a vu sur les sujets d'inflation, le sujet de la compétitivité en prix de Canal va se poser. Et voilà, donc il y a une tension contradictoire entre comment est-ce qu'on reste compétitif face à des offres, on l'a dit, qui ont introduit de la publicité. Maintenant, la première offre de Netflix, je crois qu'elle est à 6,99 ou 5,99, et la première offre de Canal+, qui est à 22,80, 25,80, combien ? Sans promo, 27,90 €. Voilà. Et avec promo 19,90 €. Voilà. Donc, c'est ça la question. Si demain, on a un modèle, si demain, on n'a plus de TNT, la question de généraliste se pose. Et si la question de généraliste se pose, ça veut dire qu'on se retrouve avec potentiellement une offre cinéma-série d'un côté sport. Ça ne veut pas dire qu'on ne les combine pas à un moment donné. Mais en tout cas, on donnerait la faculté à des abonnés de s'abonner uniquement au cinéma-série d'un côté et au sport de l'autre, pour des prix, c'est assez mathématique. 20 €, 19,99, 10 € de chaque côté, tout d'un coup, on est plus compétitif. Voilà. Après, sur ce point-là, je ne suis pas sûr que cela ait été évoqué ce matin. Il faut vraiment dire que les antennes, que ce soit Canal+, Canal+, Sport, Canal+, Cinéma, sont travaillées complètement en complémentarité. Ce sont les mêmes équipes qui font le travail de programmation et on essaye vraiment de faire des offres bien claires, bien segmentées en fonction des chaînes. Donc c'est pour ça que l'écosystème, il est important, d'avoir des fréquences sur l'ensemble de ces 3 chaînes, il est important. Quand nous avons un box-office sur Canal+, nous mettons un film d'auteur sur Canal+ Cinéma. Quand nous avons du sport sur Canal+, nous mettons un film box-office sur Canal+ Cinéma, etc., etc. Donc c'est vraiment une approche globale que nous faisons. Ce que nous essayons, c'est d'avoir la meilleure promesse possible à un instant T vis-à-vis de nos abonnés. Nous croyons beaucoup, Gérald l'a dit, à la force du linéaire. Nous avons plein d'études, Églantine le dirait mieux que moi, où beaucoup de gens sont irrités par le fait d'avoir à choisir, d'avoir à chercher des contenus. Nous, sur Canal+, nous faisons plutôt le pari justement de bien connaître nos abonnés, de bien connaître le contenu et donc d'adresser la meilleure offre possible à un instant T à nos abonnés. Et l'offre Apple TV+ est un énorme succès pour nous, un énorme succès pour Apple aussi, en termes d'usage et d'initialisation d'abonnés. Tu peux peut-être en parler 2 secondes, Églantine ? Oui, il y a une adoption très rapide des séries Apple. C'est vrai qu'elles étaient assez peu connues en plus par le public français quand on l'a intégré dans notre plateforme. Donc il y a eu en plus un effet découverte très fort en termes de ligne éditoriale. On sait que c'est des séries qui plaisent à nos abonnés. En effet, on a eu un deal assez inédit puisqu'on a eu la possibilité de diffuser à l'antenne certaines séries d'Apple. Et on voit le pouvoir, une fois de plus, du linéaire où, de mémoire, on fait x14
en termes de consommation globale quand on n'est pas sur le linéaire. Donc c'est clairement un pari gagnant. Et en plus un pari qui bénéficie à 100% de nos abonnés, puisque nous avons fait le choix de donner Apple TV+ à 100% de nos abonnés au moment du lancement et aujourd'hui encore dans les offres qu'on commercialise. Merci. Pour terminer, peut-être juste deux questions pour rappeler à Madame Ménazet qu'on est dans l'attente d'une petite note sur l'évolution du nombre d'abonnés TNT et non TNT. Je voudrais qu'elle l'oublie. Une petite note de même sur l'évolution de vos hypothèses économiques. Enfin, quels sont les sous-jacents économiques de votre plan d'affaires et de ce point de vue-là, en revoyant les documents, je serais intéressé d'avoir vos règles comptables de ventilation du chiffre d'affaires entre SECP et puis les différentes sociétés qui candidatent et qu'on a examinées depuis le début de la semaine. Et puis, pour être sûr d'avoir bien entendu, après votre plaidoyer très chaleureux en faveur de la TNT, Monsieur le Président, vous candidatez bien pour une durée de 10 ans. Oui. C'est noté. Merci, l'audition est terminée. Merci beaucoup.